Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis à la faculté d'architecture de Brasilia, au Brésil donc, pour y présenter mon film In Vivo. Le film revient sur le parcours curatorial de Bento Architecture pour le pavillon belge à la Biennale d'architecture de Venise l'année dernière. On est au cœur du quartier européen, donc sur la prestigieuse rue Montoyer. On avait ici un ancien immeuble de bureaux des années 70. Cofinimmo était propriétaire d'un bâtiment qui avait déjà un certain âge et vécu une longue vie dans le monde du bureau. Qu'on a acheté il y a 7-8 ans, qui était vraiment très ancien, bâtiment des années 70, béton architectonique en façade. La question du client était de savoir que faire avec ce bâtiment. Après avoir exploré de nombreuses pistes en rénovation, on a décidé de le démolir et de le reconstruire, mais de le reconstruire de manière pas classique, c'est-à-dire principalement en structure bois. Lorsqu'on étudie le cycle du carbone dans le monde de la construction, le béton n'est évidemment pas la bonne solution. C'était une première, en tout cas à cette échelle-là. On avait certes déjà fait des bâtiments plus petits en ossature bois, mais avec une telle dimension, c'était une première et donc ça a été très excitant et très instructif pour tout le monde. C'était réapprendre aussi comment on utilise le bois. C'était vraiment très challenging avec toute l'équipe, on a vraiment travaillé en beau team. Ça permettait d'aller très vite, d'avoir un produit qui piège le carbone et qui garantit un confort et un plaisir de vivre de sa vie professionnelle dans un environnement très confortable. Il faut savoir qu'une ossature bois, c'est un grand mécano. Donc ce sont de très grands camions qui arrivent avec des éléments très volumineux qu'il faut installer à l'aide d'une grue. Et donc on avait ici assez peu de place pour stocker ces éléments, pour faire manœuvrer les différents camions, les différentes grues. Et donc la logistique du chantier était assez compliquée à mettre en place pour l'entreprise. Tant qu'à construire en bois, autant que le contact reste avec le bois, qui est un matériau chaleureux, qui est un matériau vivant, qui continue d'ailleurs à s'exprimer, à travailler. On a eu énormément de discussions sur le mouvement des différents matériaux les uns avec les autres, la dilatation, etc. Compte tenu des autres techniques qu'on doit mettre en place, etc., on a essayé de le laisser visible au maximum. On a eu l'occasion de faire beaucoup de visites avec des potentiels utilisateurs et on sent que tout le monde a énormément d'engouement pour ce bâtiment, qui a quand même beaucoup de personnalité. On a des locataires qui s'installent au rez-de-chaussée au premier et en fait qui réouvrent, qui enlèvent les faux plafonds pour voir plus de bois. Et on a laissé la part belle aussi à la végétation, malgré l'étroitesse de la parcelle qui ne permettait pas de mettre en œuvre un grand jardin par exemple. Mais partout où c'était possible, y compris sur les terrasses, les balcons, on a mis en œuvre de la végétation pour que les occupants soient toujours en contact avec des matériaux naturels, avec la végétation. C'est clair que la dimension environnementale ici a été prise très à cœur. On a un bâtiment qui est particulièrement ambitieux, tant au niveau énergétique, puisqu'on est sorti du monde du fossile, on travaille avec des pompes à chaleur, du photovoltaïque. On a un bâtiment avec une peau qui est particulièrement efficace, puisqu'on est dans le cadre du bâtiment passif. On a eu l'occasion de faire des blower door tests qui ont été très positifs. On parle de 2,5 milliards d'humains sur Terre après la Seconde Guerre mondiale, qui est le début de nos concepts de construction, et 4 fois plus prévu en 2100 avec 70% de la population qui vivra en ville. Donc on est devant un énorme dilemme, nous, concepteurs, les constructeurs, les développeurs. Et donc on a voulu non seulement faire un exemple, mais on a aussi voulu faire une sorte de récit positif pour les générations futures. Tout ce qui est social, bien-être, well-being des occupants a aussi été pris très fort en compte. On a choisi des matériaux les plus sains, avec des labels. Certains éléments purement techniques qui sont par exemple le daylight factor et ce genre de choses qui participent au confort des utilisateurs ont été étudiés, calculés, vérifiés. Et le choix du vitrage très performant, un vitrage de pied en cap assure un confort visuel vraiment extraordinaire. Pour moi, effectivement, c'est un projet exemplaire et pilote. Donc on a vraiment décidé d'aller le plus loin possible, en sachant qu'un projet, ça se commence à l'acquisition, on fait des études de faisabilité, puis on a la phase permis, on doit quand même attendre un an pour avoir son permis minimum à Bruxelles. Et donc on a poussé le plus loin possible le projet pour qu'il soit le plus futuriste possible et le plus durable dans le temps aussi, parce qu'on sait qu'on construit, surtout chez Cofinimmo, on n'est pas des promoteurs, donc on garde nos bâtiments en patrimoine et on a des équipes aussi qui s'occupent de la gestion. On est très attentif à ce que le bâtiment soit flexible, convertible, utilisable plus longtemps. Une fois qu'on a fait toute la partie calcul et construction, on a un bâtiment qui est quand même extraordinaire et qui attire vraiment beaucoup d'utilisateurs.
Dans le cadre du Labo Nord, je vous propose de rester avec l'architecte Frédéric De Vos pour faire un peu plus connaissance avec lui et son engagement dans la durabilité. Je m'appelle Frédéric De Vos, je suis architecte associé chez LD2. LD2 Architecture est un bureau généraliste composé d'une équipe polyvalente d'une trentaine de collaborateurs. Et nous sommes actifs depuis 2006 en France et principalement en Belgique. Alors, de manière générale, pour nous, l'architecture, c'est la conception de tous les supports aux activités humaines, que ces supports soient connus ou pas au moment de la conception, puisqu'il en va de notre responsabilité de livrer des bâtiments qui soient facilement adaptables et reconvertibles. Ce qui me tient particulièrement à cœur en ce qui concerne le développement durable, c'est en fait réenchanter le futur dans le présent. On entend beaucoup parler de catastrophes, de solastalgie chez les jeunes, d'effondrement. Je pense que nous avons d'urgence besoin d'une vision optimiste et positive de l'avenir. Et je pense que l'architecte a un rôle important à jouer dans ce récit, afin que ce récit recueille l'enthousiasme, la motivation et aboutisse à des véritables actions et donc des changements concrets. Et c'est assez urgent. Le rôle particulier de l'architecte, c'est de donner une esthétique à ce récit, une esthétique qui soit ambitieuse, mais qui soit réaliste. Alors au quotidien, chez LD2, nous dépensons beaucoup d'énergie à concevoir des projets qui soient des utopies réalistes. Ça a l'air paradoxal, mais c'est là toute la force du concept, c'est-à-dire des projets qui aient un réel impact positif sur leur environnement, sur leurs utilisateurs, mais aussi sur toutes les personnes qui participent à leur élaboration, leur mise au point et leur mise en œuvre. À titre d'exemple, nous livrons actuellement à Bruxelles le plus grand immeuble de bureaux construit en bois dans le quartier européen. Et c'est évidemment une expérience qui est totalement novatrice, excitante et enrichissante pour tous les participants. ESG, c'est un acronyme qui veut dire environnemental, sociétal et de gouvernance. Donc en fait, on parle le plus souvent de critères ESG qui visent à encourager en fait des pratiques des entreprises pour être plus responsables par rapport à l'environnement, avoir un engagement sociétal plus fort et une gouvernance plus transparente. Et donc en fait, tous ces critères permettent de calculer ou en tout cas avoir un œil sur la manière dont l'entreprise opère ses activités en respect du développement durable et en respect des personnes, ainsi qu'en suivant des objectifs socio-économiques de plus long terme par rapport à l'activité dans laquelle elle exerce. Si on ramène ça à un promoteur immobilier ou à la construction, on peut dire par exemple que pour l'environnement, ça va être tout ce qui est traitement des déchets, la pollution, la gestion des ressources comme l'eau, le sable, mais aussi le choix des matériaux, les nouveaux matériaux, la circularité, donc qu'est-ce qu'on fait des anciens matériaux qui sont par exemple encore disponibles dans un bâtiment. Pour tout ce qui est sociétal, c'est vraiment prendre en considération toute la chaîne et toutes les parties prenantes qui gravitent autour de la société. Quelles sont les relations que l'entreprise a avec toutes ces personnes? Ça peut être la chaîne d'approvisionnement, les employés, ça peut aussi être toutes les communautés locales, donc par exemple les riverains, c'est un point très important. Et alors la gouvernance, c'est plus regarder vers l'interne. Donc, comment est-ce que le comité de direction agit, le lien avec les actionnaires. Ici, on parle plus de l'éthique, également vis-à-vis des employés, donc la diversité, l'inclusion et vraiment les règles qui régissent les prises de décision dans une entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des ESG, de la durabilité. Il y a des rapports qui fleurissent un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les sites internet des entreprises. Et donc, il y a à boire et à manger. Il faut être assez honnête par rapport à ça. C'est important de garder un œil critique par rapport à ce qui est publié. Néanmoins, je pense que ce qui est notable et ce qui doit être remarqué, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les indicateurs de performance financière qui comptent. Il y a toute une autre série de critères liés à l'environnement, au sociétal et à la gouvernance qui rentrent en jeu dans la manière dont les investisseurs, les clients et toutes les personnes qui seraient intéressées par une entreprise la jugent. Donc en fait, je conclurai en disant que l'origine de tout ça n'est pas nouvelle. Donc le point de départ de toute la réflexion ESG
développement durable dans la communication des entreprises. C'est vraiment les Nations Unies avec la définition des objectifs de développement durable. Et puis alors, ce qui a vraiment mis un coup d'accélérateur à toute cette réflexion, c'est en 2020 le règlement européen par rapport à la taxonomie européenne qui définit toute une série de critères par rapport à la façon dont une entreprise doit faire son activité. Et tout ça, c'est un engagement des États membres de l'Union européenne pour 2050, une neutralité carbone. Interpréter les 17 thèmes, objectifs du développement durable de l'ONU, c'est finalement les prioriser pour permettre à sa propre société, sa propre vision de se différencier. C'est un ensemble d'objectifs qui doivent être traités de manière systémique et certainement ne pas oublier un des éléments. Ce n'est pas pour ça qu'il faut pousser tous les curseurs à fond sur tous les objectifs, mais les considérer tous, en tout cas une fois qu'on les a créés pour soi. Je l'ai fait dans le cadre de l'immobilier, de la construction, pour que ce soit des éléments qui parlent aux ingénieurs, aux architectes, aux promoteurs, aux constructeurs, aux fabricants de produits. Il ne faut pas essayer de répondre à tous ces objectifs, il faut y répondre de manière systémique, mais les utiliser en fait pour ne rien oublier quand on regarde un projet, on regarde un bâtiment ou on crée une société. L'ensemble des capsules tutoriels ainsi que les portraits d'entreprise sont à voir et à revoir sur le site archiurbain.be. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, mais également pour revoir cette émission et toutes les autres d'Archi Urbain. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. Bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.